Bon, c'était les précisions que je voulais apporter. Peut-être ai-je compliqué les choses, mais on ne précise qu'en compliquant. Et on explique qu'en compliquant. Peut-être ai-je apporté ici des éléments de complication, mais il est certain que, comme je vous l'ai dit, la formule est extrêmement riche et qu'elle est difficile à maintenir à l'intérieur de définitions strictes. C'est plutôt par allusion. La démonstration que je viens de faire est plutôt un ensemble d'allusions, de rapprochements, de confrontations, puisqu'il n'y a nulle part chez Deleuze une explication claire, nette, définitive de ce qu'il peut entendre par empirisme transcendantal, ni dans le texte non plus d'Anne Sauvagnarde, qui en est une explication. Elle montre les différents niveaux, les différents moments où cet empirisme transcendantal peut être traité, mais elle ne peut prétendre en donner une définition. Je termine là-dessus, en prenant quelques exemples. Les premières, il y a plusieurs occurrences qui parcourent tout le livre. J'en prends une ici. C'est au début de l'empirisme transcendantal. On peut ici prendre une page, cet ouvrage, bon, c'est ça, la contradiction, elle reconnaît la contradiction de l'empirisme et du transcendantal, se propose comme un montage ingénieux, mais aussi comme un rapport impossible et littéralement obscur. Si l'on prend transcendantal au sens kantien, ce terme détermine les conditions de l'expérience et ne saurait être confondu avec les relations empiriques qui rendent possible. Réciproquement, on voit mal comment une philosophie empiriste pourrait se satisfaire du concept de transcendantal sans abandonner ses prétentions propres. Donc il faut tenir compte justement de cette obscurité, contradiction et paradoxale, de façon à rendre ces termes compréhensibles. L'empirisme transcendantal consiste en une clinique de la pensée qui cherche à garantir un empirisme purgé des illusions de la transcendance, en exposant les modes opératoires de la pensée qui rendent compte de son inventivité, mais aussi de son conformisme. L'empirisme transcendantal s'entend alors comme une chimère parce que son opération procède à la greffe hétérogène de segments théoriques qui semblent incompatibles. Et c'est là où elle fait appel justement à l'analyse que Deleuze fait de Bergson au début de son article sur Bergson en 1956. Un grand philosophe est celui qui crée de nouveaux concepts. Ces concepts à la fois dépassent les dualités de la pensée ordinaire et donnent aux choses une vérité nouvelle, une distribution nouvelle, un découpage extraordinaire. Donc il s'agit de bouleverser un petit peu les séparations qui sont des séparations ordinaires. Il y a d'autre part une autre page, un autre.
La greffe, page 30 également, le transcendantal et empirique. La greffe de l'empirisme et du transcendantal est assurée par la critique de la subjectivité sous sa forme individuelle, personnelle et substantielle. L'empirisme, essentiellement, ne pose pas le problème d'une origine de l'esprit, mais d'une constitution du sujet, de sorte qu'il compte sur la lignée prodigieuse des empiristes, Lucrèce, Hume, Nietzsche, pour confronter l'idéalisme kantien à l'expérience réelle. C'est en fonction de ce double objectif, opérer une critique transcendantale substituée à l'idéalisme kantien un empirisme véritable, que Deleuze élabore systématiquement sa version empiriste de la philosophie transcendantale dans subjectivité, empirisme et subjectivité, et différence et répétition. La formule paradoxale, donc elle reconnaît bien que c'est une formule paradoxale, la formule paradoxale de l'empirisme transcendantal mérite d'être élucidée avec soin. Elle revient à poser le sujet privé du rapport substantiel comme un résultat produit à l'interstice entre sensation et pensée. C'est pourquoi l'empirisme, par exemple celui de Hume, ne se réduit jamais au réalisme ni au psychologisme, mais fournit au contraire les clés d'une théorie de la subjectivité qui permet de dépasser ce que Deleuze, dans son premier ouvrage, nomme de manière encore dédaigneuse la critique transcendantale, entendant par là une doctrine centrée sur le « je pense » comme une synthèse, comme une unité synthétique de la perception, qui conteste à juste titre la substantialité du monde objectif, mais au prix d'un sujet transcendantal érigé en substance. Donc il y a l'empirisme transcendantal et quelque chose qui va garder le transcendantal, mais supprimer ce à quoi le transcendantal est suspendu, c'est-à-dire le sujet de la philosophie critique. Ce que Foucault appelle, dans Les mots et les choses, le doublé empirico-transcendantal. C'est ça, la nouvelle répartition de l'empirique et du transcendantal, après l'analyse qu'elle a faite dans Logique du sens, précisément, de cette apparition des singularités nomades du champ d'immanence anonyme, en utilisant cette expression de Deleuze autour de l'empirisme et transcendantal, témoigne de la proximité qui le lie à Foucault et de l'importance qu'il accorde aux pages des mots et des choses qui concernent l'analytique de la finitude et cet étrange doublé empirico-transcendantal, expression de Foucault, qui pose l'humain comme support empirique, mais aussi comme condition de possibilité transcendantale de toute connaissance. C'est-à-dire, peut-être que c'est ce qui rend le plus clair, puisque c'est également là une traduction et un approfondissement du point de vue kantien, puisqu'il s'agit bien chez Kant de la même chose, de répondre à une question où au centre se trouve l'anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, quelles sont les limites de sa connaissance, quelle est sa destination. Or, l'homme est quelque chose qui n'est pas
entre les mains de qui cela ne se trouve pas, mais au contraire qui est constitué de la même façon que le sujet se constitue dans l'expérience, de la même façon, l'homme se constitue, pour Foucault, dans le cadre de cette relation de l'empirique et du transcendantal, de l'empirico-transcendantal, qui pose l'humain comme support empirique, mais aussi comme condition de possibilité transcendantale de toute connaissance. Le rôle du concept de structure permet d'échapper à la position anthropologique en posant la production du sens à ce niveau transindividuel, subjectif, qui prépare l'agencement collectif d'énonciation que Deleuze théorisera avec Guattari. Cette liaison avec Foucault est intéressante parce que elle est reprise d'ailleurs dans le Foucault de Deleuze, mais elle montre bien qu'ici, ce qui est au centre de cette idée, c'est à la fois une inspiration qui est tirée de Kant, pour en revenir à lui, mais en même temps qui renverse le point de vue kantien, de la même façon que Kant a opéré ce qu'il appelle le renversement copernicien relativement à la métaphysique classique, c'est-à-dire qui a consisté à faire tourner la connaissance autour du sujet, de la même façon, non pas pour revenir à la métaphysique classique, mais pour inventer une autre rotation, si l'on peut dire. Le sujet est dépossédé de sa position clé, de sa position constituante, dans laquelle d'ailleurs il reste dans toutes les philosophies transcendantales, jusqu'à Husserl, par exemple, et même sans doute jusqu'à Heidegger, sauf sa dépossession au moment où il y a la conversion de Heidegger vers sa philosophie de l'être, mais là il s'agit d'une position qui est un petit peu semblable dans la mesure où l'on observe, où l'on fait attention à la conversion ou à la rotation supplémentaire, mais qui est tout à fait dissemblable parce qu'il ne s'agit pas du tout d'aller rechercher et de brandir un être qui sera de nouveau une sorte d'entité métaphysique, tout aussi obscure que les précédentes, mais il s'agit de quelque chose qui est censé se tenir au niveau de l'expérience, avec Foucault, de l'historicité ou au niveau de la succession des différents dispositifs historiques qui jalonnent l'expérience, et avec Deleuze aussi d'approfondir cet empirisme non pas du côté de quelques structures fixes, mais du côté de la création permanente et constructive de ces formations dans l'hétérogénéité de l'expérience, que sont les devenirs analysés par Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, c'est-à-dire les devenirs et tout ce qui se relie à cette notion, qui se substitue à celle de l'être pur, qui se substitue à celle de la structure, etc., qui se substitue à celle même du machinisme, des machines désirantes de l'anti-Oedipe. C'est là que se trouve cette source, cette conversion dynamique de cette philosophie que l'on peut classer parmi les philosophies de la vie ou philosophie de la nature,
et qui, dans cette mesure, d'ailleurs, se trouve en résonance, sinon en continuité, du moins en résonance avec cet autre transcendantalisme qui est dans le transcendantalisme émersonien, qui est à la fois une philosophie de la nature et une philosophie des devenirs. Donc c'est autour de là que l'on voit repris en quelque sorte cette révolution kantienne sous une autre forme, si l'on se situe de ce point de vue-là. Encore une fois, c'est là que Kant opère une forme de révolution copernicienne, qui est la révolution justement autour de cette anthropologie supérieure qu'est la critique, puisqu'il s'agit de mettre l'homme au centre même de son expérience, mais il s'agit là de replacer l'homme dans le mouvement et dans les devenirs dans lesquels il se constitue, et sous des formes multiples, et dans lesquelles il affirme sa liaison avec l'univers. C'est de cette façon que l'on pourrait comprendre l'articulation de l'empirisme transcendantal sur les philosophies précédentes et de la place qu'il tient dans la pensée philosophique contemporaine, moderne et contemporaine. Bon, là j'ai pris mon temps, puisque j'ai dit que je parlerai 1 heure, et je donne la parole aux intervenants, aux interpellants. Ah non, mais avant, il y a des interpellations peut-être qui sont posées, mais si vous formulez vos questions, il faudrait qu'on formule des questions d'une façon suffisamment claire. J'ai essayé d'éclaircir, je n'ai pas été très clair, je le reconnais toujours, mais dans des questions qui sont un petit peu obscures, je pense qu'il faut retenir, c'est cette différence entre l'analytique et le synthétique, entre l'intuitif et le conceptuel, qui restent des notions tout à fait valables, mais une modification assez et même très profonde qui se produit chez Deleuze relativement à Kant à propos de la définition et de l'usage du concept, qui n'est plus la même chose, qui ne relève plus simplement de l'entendement et de l'usage également de la finitude. Il y a bien incontestablement quelque chose qui est une finitude dans la pensée et dans la philosophie deleuzienne, mais cette finitude, si l'on peut dire, n'est pas une borne. C'est pas quelque chose, c'est pas une limitation. C'est pas quelque chose qui fixe des limites à la connaissance et qui la bornerait du côté de l'inconnaissabilité de l'en-soi. C'est une finitude qui est lancée dans un mouvement infini. Donc, c'est quelque chose qui est très différent. Parce qu'il y a un infini des devenirs, et il n'y a plus du tout une limitation de la connaissance finie. Je donne la parole maintenant à Christian Dutheil. On va passer sans transition de l'empirisme transcendantal, oui, au reportage d'idées. Tu veux pas prendre ça? Reportage d'idées. Non, c'est ça, on est plus là. Qui est cher à Foucault. J'aurais vu parce que j'aurais froid. Donc, si ça ne vous dérange pas, j'aurais vu. Vous aussi, vous pouvez remuer si vous avez froid.
Donc ce que Foucault appelle reportage d'idées, c'est une notion qu'il a... C'est un syntagme ou un oxymore, pour certains se dira un syntagme si on suppose que reportage et idée sont dans la même sphère de connaissance, ce qui à mon avis n'est pas vrai, mais c'est plutôt un oxymore ou un oxymoron, c'est-à-dire au fond, à la différence du syntagme qui est au fait de mots qui vont ensemble. Excuse-moi de clarité, mais dans une certaine mesure, est-ce que l'on ne peut pas faire rentrer le reportage d'idées, ce que je viens de faire? Oui, tout à fait, entre empirisme et transcendantal, au fond. Oui. Parce que le reportage, le journalisme, au fond, c'est plus près de l'empirisme, de l'expérience, de la vie, de l'actualité. Et l'idée, évidemment, est plus du concept. On pourrait reprendre aussi le mot de Deleuze, puisque tu as parlé de Deleuze, entre ce triptyque entre affect, enfin percept, qui est du domaine du reportage. Quand je suis sur le mont Athos, dont je parlais à certains d'entre vous, dont notre grec qui n'est pas là, qui est en Grèce, Constantin, quand je suis avec les orthodoxes pendant 3 jours, avec quelques pèlerins, même si je crois ni à Dieu ni au diable, malgré tout, je me fais orthodoxe. Parmi les 20 monastères, je visite les 20 monastères du mont Athos, interdit d'ailleurs par un chrysobule datant du XIe siècle aux femmes et à tout animal femelle. Donc je suis parmi les hommes et je suis sur le mont Athos. Alors j'essaie évidemment d'être au niveau du percept, j'essaie de donner des impressions, mais je suis aussi au niveau de l'affect aussi, c'est-à-dire que je suis un sujet, un reporter parmi ces hommes, donc je donne aussi mes impressions. Mais si je fais du journalisme philosophique au sens où Foucault l'entend, ou un reportage d'idées, j'essaie aussi d'essayer de voir, non pas l'idée de communisme, mais l'idée d'orthodoxe, de cette croyance droite, au fond, de cette philosophie religieuse. Donc, en fait, il y a ce concept de Foucault l'a, de reportage d'idées, d'oxymore, il l'a inventé dans les années 1978-79, au moment de la révolution en Iran, de la révolution à main nue, dont dans le sillage de Khomeini, et avec la chute du Shah qui était soutenu par les Américains. Et donc cette notion de reportage d'idées est intéressante et elle rejoint au fond l'idée, pour rejoindre avec Deleuze dont parlait René, au fond, donc pour parler de Gilles Deleuze, page 218, dit dans un petit texte qui s'appelle « Comment le philosophe communique-t-il ?» et au fond on est au cœur du sujet du reportage d'idées. C'est là, dit Deleuze, que j'ai saisi à quel point la philosophie avait besoin non seulement d'une compréhension philosophique par concept, mais aussi d'une compréhension non philosophique, celle qui opère par percept et affect. Il faut les deux. La philosophie est dans un rapport essentiel et positif avec la non-philosophie. Elle s'adresse directement à des non-philosophes. Bon, ça voudrait dire peut-être que le désir de sagesse, ou la sagesse de l'amour, comme on dit, c'est peut-être seulement un désir de vivre, au fond. Et ce désir de vivre, bon, ça se fait, au fond, avec l'actualité. Et cette actualité, bon, pourquoi j'ai suggéré cela, c'est-à-dire que je suivais sur France Culture Alain Badiou, qui est l'un des piliers de Paris 8, via la rue d'Ulm, et il était avec une jeune journaliste, mais agrégée de philo, qui s'appelle Adèle Pendrette, et qui le poussait dans ses derniers tranchements du lundi au jeudi, en lui faisant parler de sa philosophie, notamment de sa théorie de l'événement, mais aussi de son théâtre, parce que Badiou aussi a des prétentions littéraires, et aussi, et surtout, mercredi, de sa nouvelle traduction, un peu hérétique,
mais intéressant, justement, actualisé, qui est au sens strict du terme, même s'il un peu comme, même s'il n'est pas foulcaldien, Badiou, malgré tout, est un reportage d'idées à travers la caverne de Platon et la République. Cette relecture de la République comme, au fond, cette caverne comme une scène de cinéma où l'âme devient, le nous devient un sujet, etc., où il retrouve, au fond, l'idée de communisme à travers le platonisme. D'autres, d'ailleurs, d'autres interprètes avaient déjà parlé de la caverne comme cinéma aussi, comme illusion des ombres, et aussi parler du communisme de Platon. Mais là, Badiou va jusqu'au bout de ça, et c'était intéressant, au fond, en l'écoutant à travers France Culture, mais aussi ça annonçait aussi une grande messe qui va avoir lieu à la Sorbonne samedi prochain, le 26, que j'ai d'ailleurs envoyé à certains d'entre vous, à René, à Lionel, à Constantin et à ceux dont j'avais les emails. Donc j'ai fait un peu mon idée de passeur, de reporter, au fond, d'idée ou non. C'est l'année vue par la philosophie, c'était le titre de ce colloque qui est organisé par France Culture et le Nouvel Observateur, au Grand Amphi de la Sorbonne, où c'est un mélange, au fond, on retrouve l'idée de Foucault, où il disait, au fond, plutôt que d'être en constante rivalité et de se tirer dans les pattes, il faut que les intellectuels et journalistes dignes de ce nom se rencontrent au croisement de l'idée de l'événement. Et là, vous avez évidemment l'occasion, il y a 5 débats avec table ronde qui sont liés à l'actualité, d'ailleurs vous allez le voir. Premier débat, première table ronde, le mariage est-il un lien qui libère? Bon là, pour ceux qui ont manifesté ou non, vous verrez, pour le mariage pour tous ou non, ou pour les hétéros ou autres, vous verrez que là, c'est un rapport, justement, il y aura autant de philosophes que de journalistes et de penseurs pour essayer de démêler cela avec le public qui sera là nombreux. Deuxième table ronde, y a-t-il une vie après l'économie? Bon, en pleine période de crise et de récession, c'est tout de même... Y a-t-il une vie après l'économie? C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est l'économie qui nous gouverne? On sent que de plus en plus les politiques sont tributaires de l'économie et donc ne font que gérer, quel que soit leur bord de droite ou gauche ou du centre, ne font que gérer la crise. Donc ça, c'est aussi un beau sujet. Troisième sujet, alors qu'une certaine secte annonçait la fin du monde pour fin 2012, bon, on a passé le cap, là, la fin du monde, virgule, la fin d'un monde. Un beau sujet de philo, très classique. Quatrième table ronde, la philosophie sauvera-t-elle l'industrie? Alors ça, M. Arnaud de Bombourg et d'autres qui se redressent l'industrie vont devenir philosophes, donc c'était un beau sujet aussi, montrant que la philosophie, au fond, peut passer du transcendantal à l'empirisme, au fond, et se mettre à avoir... Et c'est un beau sujet aussi de journalisme philosophique et de reportage d'idées. Cinquième sujet aussi, alors on ne parlait pas de reportage d'idées, mais Foucault devait se remuer dans sa tombe et se dire tout de même qu'il était encore d'actualité 35 ans après son concept, son oxymore de reportage d'idées. La politique peut-elle ne pas être décevante? Et là, aussi bien notre ex-président Nicolas Sarkozy que notre actuel président François Hollande se sont bien rendus compte qu'au fond, l'affaire médiatique, au fond, il y a trois choses qui sont au cœur de la notion de journalisme, mais aussi au cœur du reportage d'idées aussi. C'est peut-être une manière d'échapper à cela. Ça ne passe pas. Bon, d'accord, ah oui, ça j'ai vu. Donc, alors bon, il y a les trois V. Les 3 V. Les 3 V, ben, je vais les mettre là. Voyou, voyeur, voyant. Alors, voyant, évidemment, même sans être un disciple de Plotin, on voit bien que voyou, voyeur, bon, il y a évidemment le journalisme, ce qu'on appelle le stam journaliste
anglo-saxon du Sun, etc. C'est-à-dire, au fond, ce journaliste qui traque, etc., qui joue sur l'exhibitionnisme et le côté voyeur du lecteur, voyant. Donc là, vers le voyant, on tend évidemment vers le journalisme philosophique plus. Alors ça, c'est les 3 V. Un peu facile. À côté de ça, vous avez évidemment, et ça vous retrouvez ça aussi dans le journalisme, les 3 L. Les 3 L, c'est-à-dire louer, et là, aussi bien Nicolas Sarkozy louer, lâcher, lyncher. Vous retrouvez ça dans le journalisme, évidemment. Les différents, les 2 derniers présidents de la République l'ont compris. Donc, et évidemment, le reportage d'idées essaie d'échapper à cela, essaie d'échapper à cette affaire médiatique du journalisme traditionnel, au fond de ce journalisme fétichiste, de ce journaliste au sens où Bruno Latour le disait, c'est-à-dire Bruno Latour, ce fétichisme, bon, on change sur le terme évidemment de fétichisme, le culte des faits, le fétichisme, c'est-à-dire dans toutes les écoles de journalisme de France et de Navarre, on vous apprend à respecter. Fétichisme. Fétichisme, le fait. Ah, le fait. Le fait. Et ça, c'est pas de moi, c'est de Bruno Latour. Pour les non-français, le culte. Que c'est une réécriture, parce voilà. que c'est pas évident pour les Français. Oui, bien sûr. C'est le culte des faits, donc fétichisme, en référence au fétichisme, évidemment, traditionnel, avec un E. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, ce qui est un peu le veau d'or du journalisme, au fond, on dit, c'est ce que Pulitzer disait, qui a donné un grand prix, disait accuracy, c'est-à-dire, en anglais, ça perd en français son terme, c'est-à-dire exactitude factuelle. Accuracy, ce qui disait. Bon, et c'est au fond, cette dictature à la fois de l'instant, le fait qu'il faut toujours boucler, etc., c'est le propre du journalisme. Et évidemment, le reportage d'idées va essayer de briser cet emballage médiatique, cet emballage du temps pour privilégier ce que Platon appelait le long détour de la pensée, au fond. C'est-à-dire essayer de ralentir ou de réfléchir sur l'actualité. Alors, c'est ce que faisait Badiou, d'ailleurs, avec un grand talent, avec Adèle Vendré, qui le poussait dans ses derniers tranchements sur France Culture, dans les nouveaux chemins de la connaissance, que je vous invite d'ailleurs à postcaster, vous avez déjà, et à relire, etc. Ce qu'on verra d'ailleurs dans l'année de la philo, au Grand Amphi samedi prochain. Alors, cette notion de reportage d'idées est intéressante, et Foucault a essayé de la définir dans Dit et écrit, tome 3, page 706-707 de l'édition de Gallimard de 94. Et il avait programmé une série de reportages, d'idées, qui devaient paraître dans un journal italien de référence qui s'appelle le Corriere della Sera. Et en fait, sur les 7 ou 8 reportages qui étaient prévus, dont un sur le Vietnam, un autre sur la Hongrie, sur la démocratisation espagnole et Georges Semprin, sur le suicide collectif de la secte du pasteur Jones en Guyana avec le psychiatre anglais, je crois, Ronald Lang, seuls paraîtront en fait 3 reportages sur tout ce qui était prévu, à savoir celui de Foucault sur l'Iran, où il a été 2 fois en Iran, en 78 et en 79, voir, examiner de près cette révolution à main nue qu'il fascinait, ce mélange entre, au fond, révolution et spiritualité, qui annonçait d'ailleurs
à quelques décennies après les révolutions arabes, au fond. Et donc, il y aura celle d'Alain Finkielkraut, qui à l'époque n'avait même pas 30 ans, donc ça nous rajeunit, qui est sur les États-Unis, et celle d'André Gluckman sur les boat people au Vietnam, au fond, qui s'échappait du Vietnam. Alors voici ce que dit Foucault, c'est un texte court, mais qui à mon avis est intéressant, sur, au fond, ce qu'il entendait par reportage d'idées. Alors voici ce qu'il dit. C'est un court texte, mais je pense que ça... Et vous avez le rapport, au fond, entre empirisme et transcendantal là-dedans. Nous avons commencé en septembre une série de reportages pour le Corriere. Corriere de la Sera, bon, il abrège. Le premier a été consacré à la révolution iranienne. C'est le sien, mais il ne précise pas. Voici aujourd'hui le deuxième. Les États-Unis, au milieu du gué de l'administration Carter, ou plutôt à la fin des 70s, qui ont été... pour les Américains, si importante et si glissante. L'équipe permanente qui travaille avec moi à Paris pour consacrer des enquêtes aux thèmes de fond de l'actualité en collaboration avec le Corriere della Sera et avec la maison d'édition Risoli, a choisi cette fois-ci un jeune auteur, Alain Finkielkraut, qui sévit d'ailleurs aussi sur France Culture le dimanche, français, 29 ans, là on remonte à 35 ans en arrière, auteur d'un livre devenu tout de suite célèbre, Le Nouveau Désordre amoureux, qu'il a écrit avec Pascal Bruckner aux éditions du Seuil en 1977. Bon, enfin, passons. Comment s'appelle ce livre? Comment? Le Nouveau Désordre amoureux, qu'il avait fait avec Bruckner. Ah oui, bon. Ah, mais c'était écrit quelque part. Ouais, d'ailleurs, moi je me rappelais que de Bruckner et je me souvenais plus que c'était Finkielkraut qu'ils avaient fait en 4. Son expérience d'enseignant à Berkeley, là il parle de Finkielkraut, sa nouvelle manière de regarder les problèmes d'une époque, son langage dépourvu de préjugés, garantissent la nouveauté d'une exploration sur l'Amérique assez différente de celle auxquelles nous sommes habitués. Suivront rapidement d'autres enquêtes que nous avons conçues comme des reportages d'idées. Certains disent que les grandes idéologies, c'est Foucault qui parle, sont en train de mourir. D'autres qu'elles nous submergent par leur monotonie. Le monde contemporain, à l'inverse, fourmille d'idées qui naissent, s'agitent, disparaissent ou réapparaissent, secouant les gens et les choses. Et cela non seulement dans les cercles intellectuels ou dans les universités de l'Europe de l'Est, mais à l'échelle mondiale et parmi bien d'autres, des minorités ou des peuples que l'histoire jusqu'à aujourd'hui n'a presque jamais habitué à parler ou à se faire écouter. Au fond, il a une ambition de même parler des révolutions oubliées ou des guerres oubliées en Afrique, par exemple, dont l'actualité, d'ailleurs, aucun des médias ne parle. Alors, voici, c'est la fin, la chute de ce court article, au fond. Il y a plus d'idées sur la Terre que les intellectuels souvent ne l'imaginent. Là, Foucault prend un certain recul, mais je vous signale que Foucault, et là je commente, lorsqu'un étudiant lui a demandé est-ce qu'il était philosophe, il disait oh, non, je ne crois pas. Est-ce que je suis historien? Non. Enfin, c'était aussi une manière de se défausser. Et à la fin, il a dit est-ce que vous êtes journaliste? Il a dit oui, c'est peut-être là où je me trouve le mieux. Bon, mais on peut juger, on peut évidemment dire que Michel Foucault jouait un peu la coquette, parce que tout de même, c'était un journaliste relativement amateur lorsqu'il était en Iran, tout de même. Donc c'était plus un intellectuel qu'un journaliste au sens strict du terme. Mais voilà, tout de même, et c'est l'ambiguïté d'ailleurs de Foucault, et d'ailleurs de beaucoup d'intellectuels, c'est que souvent ils sont fascinés, d'ailleurs comme Badiou aussi, là, qui joue à un jeu là, très, très intéressant, se rendant compte qu'après avoir dit de pique-pendre du journalisme, etc., ou de la presse, joue le jeu des médias aussi pour se faire connaître. C'est ce que aussi Bernard-Henri Lévy disait aussi, il disait, pour faire connaître mes idées, je passe par les plus grands noms. C'est pour ça que toute une génération, d'ailleurs, et j'en fais partie, a joué, après avoir une voie royale qui s'ouvrait à l'université, a joué sur les deux tableaux, et à un moment a choisi le journalisme. Donc il y a plus d'idées sur la Terre que les intellectuels souvent ne l'imaginent. Et ces idées, et là on est en plein au cœur du reportage d'idées, et ces idées sont plus actives, plus fortes, plus résistantes et plus passionnées
que ce que peuvent en penser les politiques. Il faut assister à la naissance des idées, à l'explosion de leurs forces. Et cela, et là c'est là qu'on se rend compte au fond, non pas dans les livres, c'est-à-dire le cabinet, le poêle dont parle de René Descartes par exemple, pas seulement ça, ou dans les bibliothèques qui les énoncent, mais dans les événements. Et Foucault dira, d'ailleurs je vous citerai sa phrase, dira qu'après les stoïciens, les philosophes, lui est là, après les stoïciens, lui est le premier, et il y a Badiou après, à s'occuper de l'événement. Donc, mais dans les événements dans lesquels elles manifestent leur force, dans les luttes que l'on mène pour les idées, contre ou pour elles. Et là, il lutte contre le cliché, le préjugé. Il va dire, ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, mais c'est justement parce que le monde a des idées. Et là, on retrouve un peu la notion de Walter Benjamin, dont je vous avais parlé, c'est-à-dire cette constellation d'idées qui gravitent, au fond. C'est-à-dire la préface du drame baroque, ou au fond, même chez Kant aussi, puisqu'on a parlé de Kant aussi, où quand Kant dit « il faut que la loi morale au fond de mon cœur soit analogue au ciel étoilé au-dessus de ma tête ». Vous avez cette notion, au fond, des idées en relation avec le monde. Le monde a des idées, et parce qu'il en produit beaucoup continuellement, ça c'est une parenthèse, qu'il n'est pas conduit passivement, le monde n'est pas conduit passivement selon ceux qui les dirigent ou ceux qui voudraient lui enseigner à penser une fois pour toutes. Voici la chute de l'article. Tel est le sens que nous voudrions donner à ces reportages, sous-entendu d'idées, où l'analyse de ce que l'on pense sera liée à celle de ce qui advient. Et là, voici la fameuse formule que je vous donnais au départ. Les intellectuels travailleront avec les journalistes au point de croisement des idées et des événements. Donc, là, vous avez... Foucault nous donne en pâture, au fond, sa définition du reportage d'idées. Et ça, malgré tout, c'est une intuition géniale. Il y a chez Foucault, au fond, ce côté, d'ailleurs il le disait lui-même, artificiel de la pensée. C'est-à-dire que souvent, dans son flipper à idées, comme il le disait, il agite des choses. Et assez curieusement, d'ailleurs, il ne va pas exploiter à fond, non seulement les séries de reportages ne sont pas publiées pour des raisons, d'ailleurs peut-être aussi éditoriales, mais il va abandonner assez vite ce concept qui, à mon avis, était très novateur et génial, et que d'autres, d'ailleurs, vont, avec un point de vue un peu marketing, comme par exemple Libération, dans le Libé des philosophes qui ressurgit, qu'on ressuscite d'année en année, mais qui a un côté marketing, au fond. C'est comme c'est-à-dire qu'on se sert de la philosophie pour... mais c'est aussi intéressant, donc avec une belle brochette de philosophes, journalistes, etc., qui jouent, tout ça coordonné par un philosophe journaliste qui s'appelle Robert Maggiori, le philosophe de service, et avec Michel Serres, grand philosophe devant l'éternel aussi, et intéressant aussi, voici ce que dit Michel Serres pour commenter, au fond, et c'est un commentaire assez intéressant d'un reportage d'idées, au fond d'un journaliste philosophique, voici ce qu'il dit à propos des intersections. C'est l'éditorial sur Libération qui fait, au fond, le Libé des philosophes, c'était daté du 2 décembre 2010. Vous avez chaque année, pratiquement, ou tous les 2 ans, vous avez je vous ferai passer, de toute manière, vous l'avez là. Donc, et je vous ferai d'ailleurs, puisqu'il y a eu la neige, je vous montrerai le bulletin météo qui a été dans ce Libé des philosophes qui est assez intéressant. Alors voici ce que dit Michel Serres pour essayer de justifier au fond ce rapport entre philosophie et journalisme, ce journalisme philosophique, ou ce reportage d'idées, ou cette série de reportages d'idées, avec cette belle brochette de philosophes, journalistes, de journalistes philosophes. D'ailleurs, on ne sait plus exactement qui est qui là-dedans, mais il y a Barbarin Cassin, etc. Il y a Geneviève Fraisse, il y a Catherine Malabou, etc. Yves Michaud, Géraldine Moulman, qui est aussi Bruno Dallon, etc. Bon, des psychanalystes et tout.
Mais quand est-ce que ça avait lieu, Ça, c'était le 2 décembre, enfin c'était dans mes archives, 2 décembre 2010. Ah, 2000, il y a Voilà. 2 ans, 3 ans. Depuis qu'a été inventé, voici ce que dit Michel Serres pour justifier au fond ce journalisme philosophique. Depuis qu'a été inventé le libé des philosophes, nous n'avons cessé de réfléchir sur les bénéfices de cette rencontre entre journalisme et philosophie. Elle a produit plusieurs courts-circuits. Court-circuit, c'est-à-dire, on pourrait traduire ça d'un mot de distorsion, disons. D'abord, un temps long, il coupe la rapidité du jour. C'est-à-dire qu'on échappe un peu à la dictature de l'instant du journalisme traditionnel et peut lui apporter des aliments inattendus. Heureusement, l'éclair momentané de l'actualité réveille une mémoire prête à s'assoupir. Et on le retrouve là dans l'année vue par la philo. Hein. Vous allez avoir au grand amphi de la Sorbonne, on essaie aussi on dirait un long fleuve tranquille, continue Serres, enflammé soudain par les cascades d'un torrent. De plus, le philosophe creuse, alors que le journaliste galope. Ça, c'est pas mal vu. Le philosophe fait quoi? Le philosophe creuse avec ses concepts, profondément, alors que le journaliste galope à la surface. Alors, le vertical coupe l'horizontal, dit Serres. On dirait un carrefour, et tout le monde sait que les rassemblements sont intéressants, que les rassemblements intéressants ont lieu en cette place. Enfin, la philosophie vole et plane parfois, alors que l'actualité a le souci de garder les pieds sur terre. Donc on retrouve au fond empirisme et transcendantal dans cette histoire. Finalement, au fond, la transition est toute trouvée. La seconde force la première à atterrir. On dirait un aéroport, dit Serres. Confluent, place de l'Étoile, piste d'envol ou de retour, voici les 3 intersections fécondes que Robert Majori, qui était un peu celui qui a coordonné ce dossier, inventa pour le libé des philosophes. Alors, pour illustrer cela, je vais vous lire, en prenant l'actualité, et là l'actualité météorologique, je vais essayer de vous lire ce que donnait ça. C'était la rubrique météo. La rubrique météo qui est intitulée dans du jeudi 2, et ça vous rappellera des souvenirs, puisque la neige était... et là, vous verrez effectivement ce rapport entre philosophie et journalisme. C'est Martin Gruyev, qui est un poète et philosophe qui enseigne à l'université de Genève, qui s'est lancé dans cette, je dirais, une métaphysique de la neige. Voilà, si ça vous intéresse, je vais vous le donner, parce qu'en fait, c'est assez subtil, ça. Autant la grammaire des énoncés météorologiques, à savoir « il pleut, il vente », a pu pousser les philosophes à réfléchir en métaphysiciens sur l'ontologie des événements et sur les chaînes de causalité qu'ils impliquent, à la fois sur les causes de ces événements et sur l'inscription de ces événements dans la vie des hommes. On pense à la théorie des climats des philosophes du XVIIIe siècle avec leurs causes sans cesse renaissantes, fin de parenthèse. Autant l'expérience de la neige, qu'on a vécue là, hein, on est dans l'empirisme, a offert un motif de prédilection à ceux qui étaient enclins à méditer sur l'endurance des hommes. Si l'on admet le partage de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas, et si l'on reconnaît que la balance est inégale entre l'un et l'autre, il faut supporter la neige, comme le faisait Socrate, ouvrez les guillemets, qui marchait pieds nus sur la glace, plus aisément que les autres avec leurs chaussures, et les soldats le regardaient, Socrate de travers, croyant qu'il les bravait. Ça, c'est dans le banquet 220A pour les sceptiques de service. J'avoue que j'avais oublié cette référence à Socrate. Oui, on se demande où c'est qu'il pouvait trouver de la glace en Grèce. Ouais. Ah oui, mais ça... C'est rare. Ouais. Ah ben là, c'était le sceptique de service. Là. Ouais. Est-ce tout pourtant, continue Martin. Sur les montagnes, mais... Regardons là, je signale qu'en Grèce, sur le mont Athos, au sommet du mont Athos 2000, il y a de la neige, hein, par moment.
Bon, enfin, regardons-la, cette neige qui vient. Bon, on l'a eu à Paris il y a quelques jours. Hein. Alors voici ce que... Et là, vous avez ce rapport entre journalisme et philosophie, entre physique et métaphysique. Il y a une beauté de la neige comme état de la matière dans le double spectacle de sa chute. Ouvrez les parenthèses, elle est alors rideau qui voltige, pétale soufflée, alors là il devient poète, mur blanc effilé, tempête au parvis des épousailles, tasse de neige à la lune ravie. Il fait une allusion à je ne sais quel poète. Fin de parenthèse. Et de sa surface de trop grande clarté, épiderme, drap, écran, visage exposé, Spinoza retrouve la formule de Sénèque, facies, totis, universi. Support, surface, ligne blanche d'horizon, horizon blanc de dune. Le chevalier cherche la tache de sang, un trou, une crête, une crevasse, pour ne pas céder au vertige du même. La neige, univocité étale et pureté purifiante ou pureté étalée, rêve d'effacement, offrande écartelée au soleil, condition de la lumière aveuglante, miroitante, et d'elle plus que de tout autre spectacle, il faudrait dire, c'est la mort d'un soleil blanchi qu'on ne peut regarder en face. Ou peut-être quelque chose comme l'espace pur désorienté, le fond comme figure, la figure comme fond, ni droite ni gauche, tout le profond venu à sa surface blanche, et parfois tes yeux sont débordés face à l'immense absenté qui dure, ni béance du chaos, ni confusion avide, la neige, point de suspension. On rappellera que certains peintres se rendirent célèbres par leurs effets de neige. Bergstrassen, Van der Neer, Isaac van Ostade, mais aussi Goya ou Courbet, Turner, peint la neige comme au premier jour de la semaine du Bardas, avant tout, matière, forme et lieu, neige, grand ouvert sur l'ouvert. Mais cette méditation sur la neige ne devrait rien ignorer non plus de ce que l'esprit humain y investit, l'image offerte à la méditation métaphysique du blanc de néant. La neige constitue une de ces images sans motif où le fond est tout. On se souvient de l'exposition métaphysique des espaces dans l'esthétique transcendantale de la critique de la raison pure, donc Kant revient ici sur la scène, repose sur une thèse simple. La représentation de l'espace ne peut pas être déduite de l'expérience. Il faut donc qu'elle soit posée comme fondement. L'espace, là c'est une citation de Kant, si je me souviens, l'espace est une représentation nécessaire a priori qui sert de fondement à toutes les intuitions externes. Et Kant poursuit, on ne peut jamais se représenter qu'il n'y a point d'espace, quoi qu'on puisse bien penser qu'il ne s'y trouve pas d'objet. Fin de citation. On revient à la neige qui nous occupe. La neige offrirait l'espace, l'image de l'espace, comme telle dans sa pureté transcendantale. Donc, comme par hasard, et là j'avais rien prévu, on retrouve notre transcendantal d'une certaine manière. La neige comme spectacle pur de l'espace, comme exposé métaphysique. Mais il y a plus encore. Une chose est de dire que la neige est un spectacle métaphysique, autre chose d'affirmer qu'elle permet l'intuition de la métaphysique elle-même, l'image de la différence ontologique. Neige, deux points, offrande pure du il y a, de cet il y a d'avant tout objet, allégorie pure de l'être comme fable du néant, image du cri comme symbole du silence, temps suspendu et temps qui passe suspendu. Analogue à la nuit noire que veille l'inutile insomnie, la neige offre le fait nu de la présence, deux points, il y a présence. Lévinas écrit dans De l'existence à l'existant, ouvrez les guillemets, le fait universel de l'Ilia qui embrasse et les choses et la conscience, et il serait important d'appliquer à la neige les évocations de l'insomnie qu'il propose. Ouvrez les guillemets, il n'y a plus de dehors ni de dedans. Ce retour de la présence dans l'absence, tout ça c'est du Lévinas, mais qui, je pense, qui juxtapose, ce retour de la présence dans l'absence ne se fait pas dans des instants distincts, comme un flux et un reflux,
Le rythme manque à l'Iliade comme la perspective au point grouillant de l'obscurité. Lévinas précisera, ouvrez les guillemets, on ne peut dire non plus que c'est le néant, bien qu'il n'y ait rien. Fin de citation. Neige, nuit blanche, et ce qui sera sans lumière, il nous faudra le perpétuer. Donc c'est une rubrique météorologique que je n'avais jamais vue et je n'aurais jamais pu concevoir. Et ça, c'est effectivement une certaine forme de journalisme philosophique qui est intéressant et qui, au fond, on retrouve une idée de Foucault, c'est, au fond, ça crée un espace-autre. Il y a un texte de Foucault qui est aussi intéressant et que je relirai à la notion de reportage d'idées, c'est ce texte dont je vais vous lire un court extrait sur les hétérotopies, c'est-à-dire espace-autre, texte qui date d'une dizaine d'années avant le reportage d'idées, qui est de 67, c'est hétérotopie, espace-autre, voilà, qu'il avait prononcé à Tunis en 67, mais que Foucault, d'ailleurs, ça me souvient bien, n'a voulu qu'il soit publié qu'en 84, et c'est dans Dit et écrit de 84, donc ça doit être le livre 4, page 752-761, mais je vais vous dire qu'un correspondant, c'est des espaces autres, conférence au Cercle d'études architecturales le 14 mars 67.